Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission d'histoire. Donc je suis en compagnie de Nicole Vray. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors cette fois je vais bien penser à vous présenter quand même parce que peut-être certains ne vous connaissent pas et en plus il y a du nouveau. Donc voilà, vous êtes historienne, théologienne, hébraïsante, membre de l'Académie de Nîmes et de celle de Caen. Nous vous connaissons aussi parce que vous avez écrit pas mal de livres d'histoire et de biographie, une trentaine. Le dernier livre que vous aviez écrit, c'est Louise de Coligny, donc la fille de l'amiral de Coligny. Et puis, on ajoute que récemment, vous avez été appelée pour être mentionnée dans le dictionnaire biographique des protestants de France, dont peut-être un jour vous viendrez nous parler. Un dictionnaire biographique des protestants de France qui va... Émotion. Oui, oui. Oui, c'est une grande émotion pour vous. Ah oui, oui, oui. Et donc, il va être publié Là, en dans les 26. temps qui viennent. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc, Nicole, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une chose qui est très chère au cœur des protestants, c'est la croix huguenote. Oui, c'est bien de parler de la croix huguenote parce que d'abord, croix huguenote. On dit toujours croix huguenote. Et Et pourquoi on ne dit pas croix protestante, Croix protestante. Cévenol, croix réformée? Donc, c'est un bijou que portent les femmes protestantes. Alors, qu'on attendez. reconnaît D'abord, souvent. ce mot de huguenot. Alors, pourquoi ça s'appelle la Alors, croix huguenote? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Quel est le sens de ce mot huguenot? Oui. C'est que les gens qui savent l'allemand me pardonnent, c'est Eidegenossen, ça veut dire fédéré. Ah, Ça vient de là. d'accord. Donc, c'était la croix des fédérés. Primo. Secondo, on dit protestant. Et on dit, protestant, ils protestent. Non, ils protestent rien du tout. Si, ils protestent, bien sûr, mais c'est surtout protester, témoigner pour. Oui, Voilà. c'est plus joli, hein, comme sens. Et c'est surtout beaucoup plus vrai. C'est D'accord. surtout beaucoup plus exact. Oui. Donc, ce sont ces fédérés qui vont témoigner pour Oui. leur foi et leur Eh oui. éthique, etc. Et alors, bon, on est à la radio, on risque pas de la voir, mais il faudrait la voir et la décrire. Mhm. Alors, ceux qui peuvent chercher sur Internet ou ailleurs, ils la trouvent partout. Bien sûr. Donc, ça, c'est un mélange. C'est un mélange de croix de Malte et de... La croix de Malte, oui, avec 4 branches. Voilà, boulonnais. Alors, Oui. pourquoi boulonnais? Parce que ces boules, interprétations, sont censées signifier les béatitudes. Ah oui, 8 donc 4 branches, qui chaque branche ayant 2 pointes, Voilà. au bout de laquelle pointe, il y a une boule. Une Voilà. petite Donc boule. 8 boules, 8 béatitudes. Donc 8 boules pour les 8 béatitudes. Ah On oui. dit ça. On Bon. dit ça. Ensuite, on a la colombe. Mhm. La colombe qui sort de la croix, croix. qui descend. Oui, qui est en dessous. Voilà. Oui. Et les fleurs de lys. Donc la colombe de l'Esprit Saint. Voilà. C'est Oui, ça. c'est ça, Enfin, bien sûr. représentant oui. l'Esprit Saint. Et puis les fleurs de lys, vous voyez là. Ah oui, entre les 4 voilà. branches. On dit, interprétation, que c'était des fleurs de lys pour montrer, alors ça c'est vrai, pour montrer la fidélité au roi. D'accord. Les protestants ont toujours été fidèles au roi. Mhm. Toujours. Une anecdote, quand Louis XIII est très malade et va mourir, tous les protestants prient pour lui. Ah bon? Oui. Voilà. Donc, enfin, c'est pour dire, là, si on peut trouver l'image, vous verrez donc les boules qui sont les béatitudes, la colombe du Saint-Esprit Oui. qui descend et les fleurs de lys qui montrent L'attachement l'attachement à la royauté. au royaume de France, en fait. Alors, il faut dire aussi que c'est pas nouveau, parce que cette croix huguenote comme ça, elle vient aussi, elle est imaginée de la croix du Saint-Esprit du XVIIe siècle. Ah ah. Et la croix du Saint-Esprit, il y avait aussi une colombe, mais qui était au centre de la croix. Ah. Tandis que nos huguenots la font descendre, Mhm, mhm. la sorte de la... Vous voyez ? Donc, Nicole, vous nous avez dit, on aurait pu dire la croix protestante, mais on dit la croix huguenote. En fait, c'est comme ça qu'on appelait les protestants à cette époque? Alors,
on les a même traités de RPR. Religion prétendue réformée. Voilà. D'accord. On les a traités de tout, de vermine luthérienne, de tout. Donc, D'accord, parce que la réforme, c'est au XVIe siècle et la croix huguenote, elle est arrivée alors quand? merci pour la question. Je vais trop vite. Mais, oui, parce qu'avant, je voulais vous dire que la colombe pouvait être remplacée par un petit pilon, par quelque chose qui ressemble à un petit pilon ou une goutte de sang et qu'on appelle le trissou. Le trissou. Le trissou, T-R-I-2-S-O-U. Donc qui pend en dessous de la croix, au lieu de à la place colombe, de la colombe. C'est une espèce de petite banane, là, comme ça, voilà, qu'on appelle le trissou. Bon, voilà, d'accord. donc si, on le voit pas très souvent, mais non, oui. Beaucoup dans le Midi. D'accord. Voilà, D'accord. Donc, et vous me posez une question. Oui, alors elle a été... Est-ce que, à partir de quand les femmes protestantes... Voilà, alors d'abord, elle a été imaginée, ce bijou, je dirais, par un bijoutier qui s'appelait Mistre à Nîmes, au XVIIe, fin du XVIIe siècle. Donc, ça a été... Et on l'appelait, à l'époque, la croix Cévenole. Ah oui. Voilà. Bah oui, à Nîmes. Nîmes, c'est les Cévennes. Voilà. Et les protestants se réunissaient souvent. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup dans les Cévennes, il y en avait beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Et on suppose que ça a été beaucoup porté d'abord par les femmes. On va reparler des femmes tout à l'heure. Oui. Sans doute beaucoup porté par les femmes, mais en tous les cas, c'était un bijou identitaire. Celui qui portait cette croix huguenote, ce bijou, il était coloré forcément protestant. Forcément. Oui. Voilà. Et les hommes le portaient aussi? Non. Pardon? Les hommes le alors, portaient? je vais y venir. Sauf que dans les temples, alors là, il faut raconter quelque chose. Dans les temples, on n'a jamais de croix huguenote. On n'a que la croix, sans le Christ, bien sûr. La croix sans le Christ. Sans le Christ. Oui. Et avec, évidemment, vous avez 2 protestants et 3 chicanes. Au 19e, la question était, cette fameuse croix, est-ce qu'on la met au sol? Et c'est vraiment l'image du martyr, ou est-ce qu'on la met au mur? Là, vous parlez de la croix du Christ? Oui, la croix latine. Qui est dans l'église? La croix latine. Non, dans les temples. Dans les temples, oui. Il y a toujours mais la grande croix du Christ. On ne parle pas de la croix huguenote. Latine. Voilà. Non, oui, la croix latine, c'est ça. D'accord. Non, les croix huguenotes ne sont pas dans les temples. Ne sont que en bijoux? Oui, alors attendez, je finis sur la croix. Ma croix, parce que donc dans les temples, on se posait la question. Voilà, la croix latine, sans le Christ, sans le crucifix. Voilà, c'est ça, la croix latine? Oui. C'est la croix, mais sans le Christ, sans le corps du Christ voilà, dessus. C'est ça. D'accord. Voilà. La croix du Christ ressuscité. La grande histoire, c'était de savoir si on la mettait au sol ou au mur. Ah. Au sol, ça représentait le martyr, et au mur, on ne savait pas. Alors, il y a ceux qui ont... Alors, dispute, quoi. Oui, bien alors, sûr. à Nantes, elle est au mur. Elle est immense et au mur. Immense. Immense et au mur. Mais si vous allez dans d'autres temps, peut-être vous la verrez plus basse et au sol. Ah bon? Ah oui, ça existe. D'accord. Mais ça veut dire qu'on marche dessus? Non. Elle est fichée au sol, si vous voulez. Elle est... Ah oui, posée au sol. Ah oui, d'accord, pas à l'horizontale, bien sûr. Non, pas à l'horizontale. On la verrait pas. Ah oui, je comprends, pardon. Voilà. Oui. D'accord. Mais c'est pas facile sans image. Oui. Voilà, alors ça, c'était donc pour la croix. Et on n'a jamais de croix huguenote dans les temples. Il n'y a jamais de croix huguenote dans les temples. Jamais. Jamais, on la voit pas. Elle est même pas dessinée, elle est même pas évoquée. Non. C'est curieux. Or, c'est le signe distinctif. Et parce que dans la croix huguenote, est-ce qu'on peut discerner aussi la croix du Christ? Non. Non, hein. Non. C'est vraiment la croix de Malte. D'accord. Boulonnée avec la colombe sortie du centre de l'image. Oui. Voilà. Donc ça peut expliquer que quand même les protestants vont pas faire la promotion du protestantisme, mais la promotion du Christ, en mettant la croix du Christ plutôt dans les temples. Ah, si vous voulez, oui, pourquoi pas. Oui, bonne idée. Je sais pas, je verrais pas les protestants adorer la croix huguenote. Oui. C'est juste un signe distinctif, en fait. C'est vrai. Voilà. Alors, il faut dire aussi que cette croix, il faut retourner en Allemagne, on a la même
même sorte qui ressemble à la croix huguenote en Allemagne, qui est un signe qui serait quasiment l'image de la Légion d'honneur française. Il y a cette image, cette forme en Allemagne. Alors, moi, j'aime beaucoup trouver des ponts. Oui. Et la réforme, c'est l'Allemagne. Oui. Donc, y aurait-il eu des allers-retours ou des articulations entre la France et l'Allemagne pour le dessin de cette croix? Je ne sais pas, je cherche. Ah, oui. Mais je me dis que si ce signe est resté en Allemagne comme signe distinctif de la plus haute distinction, c'est peut-être pas par hasard. Et donc, ça chercher. ressemble à la croix huguenote, Oui, ce signe distinctif tout à fait. en Allemagne. Oui. Sans la colombe, j'imagine. C'est juste la sans croix, la non? colombe, alors je ne sais plus là, où elle est restée au centre. À vérifier. Où elle est restée à au vérifier. Voilà, alors notre bijoutier à Nîmes, donc il la dessine en 1688. 1688. On suppose donc que après la révocation de l'édit de Nantes. Eh oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tiens, je n'avais pas fait une relation. Et que beaucoup les femmes vont la porter, beaucoup les femmes. Et donc les hommes? Voilà. Alors en réalité, on suppose que parce qu'on s'est demandé pourquoi. Alors on s'est autorisé à penser que c'était contre la croix latine catholique. Les protestants ont voulu une croix qui les identifiait, qui les différenciait définitivement du catholicisme. Pourquoi pas? Donc, ils créent une image, voilà, et qui sera donc... Les 8 points de protégés, on a dit que c'était comme en escrime. Ah. Bon, interprétation, je ne sais pas. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça, les 8 pointes étaient boulonnées, protégées comme en escrime. Ah oui. Ceux qui font de l'escrime doivent comprendre. Oui. Et puis la couronne d'épines, alors la couronne, on a dit que ça pouvait être le signe soit des fleurs de lys, vous savez, vous avez la croix, et puis à l'intérieur... Oui, entre chaque branche voilà, c'est de ça. la croix de Malte, il y a une petite fleur de lys. Vous avez quelque chose. Oui. Alors on a dit que c'était des fleurs de lys pour montrer la fidélité au roi, ou bien la couronne d'épines. Ah oui, d'accord. Ça peut faire comme un peu une couronne d'épines. Voilà, c'est les deux interprétations. D'accord. Voilà. En tous les cas, ça reste un signe identitaire. Oui, ça c'est sûr. Identitaire. Quand même beaucoup, c'est vrai, quand on va à un culte protestant, pas mal de femmes ont cette croix huguenote. On la croit. Alors justement, beaucoup portée par les femmes, peu par les hommes, quoique ces messieurs l'ont portée, vous savez comment? Sur leur cravate. Il y a eu la mode des cravates illustrées de croix huguenote. Moi, j'ai connu des messieurs qui portaient la cravate avec des croix huguenotes imprimées, quoi. Ça me rappelle Michel Godefroy, qui était président du conseil presbytéral. C'est à lui que je pensais en disant ça. Il en avait une comme ça. Il était fier. Exactement. Avec sa croix huguenote. On n'en trouve plus. On n'en voit plus. Ah oui. À part Michel, qui n'est plus avec nous, hélas. Il n'y en a pas qui peuvent s'accrocher sur le veston? Bien sûr. Alors, on a la petite croix au veston, à la petite boutonnière du veston. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, des gens qui la portent parce que c'est joli. Voilà. Oui, parce que c'est un joli bijou. Je vous disais que moi, j'ai rencontré un monsieur que je croyais être protestante, j'étais toute contente, et il me dit, mais pas du tout, c'est juste que je trouvais ça joli, et c'est un ami qui est protestant qui me l'a offerte. Voilà, exactement. Ça peut être juste ça. Voilà. Alors, mais bon, c'est quand même rare. Hein. La plupart sont des gens qui ont un lien, tout à avec le protestantisme. Tout à fait. Même des chanteurs comme Renaud qui se... Et oui. Ah oui, il est très fier de porter sa croix huguenote. Je ne sais pas s'il pratique, ça ne me regarde pas, c'est sa vie privée. Mais il porte sa croix huguenote. Voilà. Oui. Alors, pour les femmes... Donc, ça nous fait penser aux femmes protestantes. Je voulais dire un mot. Haute en couleur. Voilà, résistantes.
Les Résistante. femmes protestantes ont toujours été, tout le temps, hein, depuis le XVIe, les femmes ont toujours été des femmes résistantes. Évidemment, on n'oublie pas notre Marie Durand. Donc Marie Durand. Notre voilà. Marie Durand, 38 ans dans la tour de Constance. Enfermée pour sa foi. Hein. Enfermée pour sa En foi, attendant jamais qu'elle- voulu abjurer. Voilà. Voilà, qu'elle abjure. Voilà. Alors, enfermée, oui et non. Hein. Enfermée, oui, dans la tour. Elle n'est jamais sortie de la tour, mais elle était libre de circuler. Il y a ce fameux, alors ça, légende ou pas, vous savez, il y avait un puits sur Oui. la terrasse où elle pouvait se promener, et sur ce puits est écrit « résister ». C'est pas résister, mais résister. La légende dit que c'est elle qui a gravé cette devise. verbe résister. Alors, vrai ou faux, Mhm. enfin, quelqu'un l'a gravé en tout cas. Quelqu'un l'a gravé et c'était que des Bah, femmes. elle a eu qui le temps, étaient- 38 ans quand même. Et c'était que des femmes qui étaient enfermées là. Oui. Donc on peut supposer. Donc voilà, notre bonne Marie, 38 ans quand même. Hein. Oui, oui, oui. 38 Et donc ans. des femmes protestantes qui étaient Oui. enfermées là Oui. en attendant qu'elles renient leur foi Voilà, qu'elles protestante abjurent. et qu'elles Voilà, acceptent elles de n'ont jamais devenir abjuré. catholiques. Alors enfermées, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que elles étaient quand même pas coupées du monde. C'est-à-dire qu'elles recevaient des colis, elles recevaient des correspondances, elles n'étaient pas du tout enfermées dans une cellule de 2 mètres sur 3 Ah non, sans oui, fenêtre. oui, Hein. oui, oui. Non, non, non. Puis elles étaient toutes ensemble. Et ensemble. Ouais. Exactement. Donc Elles elles pouvaient pouvaient se bouger, soutenir se le promener, enfin se promener. Prier ensemble Voilà, exactement. Et puis et surtout et recevoir recevoir des nouvelles de correspondances l'extérieur. et Ouais, ça, des c'est colis. important. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Mhm. Voilà, donc voilà, on ne peut pas, quand on parle de femmes protestantes résistantes, Oui. on ne peut pas l'évoquer. Et de la Ne croix pas Huguenote, l'évoquer. ouais, c'est vrai que tout ça, c'est très marqué quand même aussi d'une région pour les protestantes, cette région où il y a le musée du désert Oui, bien sûr. et où on fait les mention Cévennes. de... Oui, les c'est ça. Cévennes. Alors, cette ce qu'il y a, époque, c'est que il y a pas grande poche protestante. En Bretagne, il n'y en a pas. Voilà. Il y en aura au 19e, Ouais, mais grâce à Bretagne qui très catholique, ouais. Bretagne très catholique. Et au 19e, il y aura quelques poches baptistes. Mais pourquoi? Parce que les oui. Anglais. Ah oui. Les Anglais. Mhm. Mais c'est tout, c'est quelques Mhm. poches. Voilà, on va avoir dans le sud Finistère ou autre. Ah ben si, il y avait une communauté baptiste. Alors, en général, c'était très caractéristique. École, hôpital, industrie. Fabrique, comme Ah ils oui, oui. disaient. Les 3 choses, Mhm. quand ils arrivaient, ils construisaient l'école, l'hôpital et la fabrique, Bah oui. l'industrie. Voilà. Alors, en Bretagne, il y a ça. Après, où vous allez dans les Cévennes, d'accord. Après, où vous allez en Alsace, d'accord. Oui. Et puis, c'est tout. Et puis c'est tout en France. Et puis, c'est tout. La France n'est pas protestante. Hein. Bah non. La France n'est Non, pas, non. on le disait tout à l'heure ou la dernière fois, Mhm. la France est restée catholique latine. Mhm, mhm. Et toujours. Ouais. Et Ouais, toujours. Et on le voit avec des... Bon, on change un peu de sujet, mais on le voit avec les problèmes de fin de vie. ouais. Mhm. Les problèmes de fin de vie, si vous allez dans les pays nordiques et les pays réformés, la compréhension et l'appréhension du problème n'a Mhm. rien à voir avec ce que dit la France catholique latine, qui ne veut pas en entendre parler, ou mal. Mhm. Dans les pays d'Europe du Nord, donc plus Bien sûr, tolérant, protestants, bien sûr. il y a cette Tolérance, plus grande facilité de Bien sûr. choisir eh ben, bien sa sûr. fin de vie. Ouais, Mhm, mhm. ouais. Vous voyez, ça, c'est pour ça que la réforme, souvent, on me dit « Ah ben la réforme, Luther religieux. » Non, 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 non. Ah bah oui. Luther C'est bien religieux, plus large oui, que mais seulement ça va religieux. beaucoup plus loin que ça Bien dans sûr. des problèmes de société, Mhm. dans des problèmes même de l'éducation, de l'éthique. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que plus personne ne veut dire qu'il est protestant. Bon. Et Ah cependant, bah oui. Bah, le président du Sénat, on le Alors sait, justement, j'allais vous dire, Gérard par Larcher, exemple. Oui. alors lui, d'abord il s'en cache pas, bravo, merci, mais c'est surtout que même si on ne le sait pas, de temps en temps, quel bonhomme politique va vous parler de l'âme d'une loi? Ah oui.
il faut être protestant pour aller chercher l'âme d'une loi. Ah oui. Alors, quand on sait qu'il est protestant, on comprend vite. Ouais, Sinon, on se dit, tiens, voilà, c'est drôle. Mais sinon, il y a plus de grandes figures politiques protestantes, il n'y en a plus, sauf Gérard Larcher. Mhm. Économie, il n'y en a plus. Ah, Scientifique, il n'y en a plus. Si, il y a cette fille magnifique à Brest, dites-moi son nom. Oups. Mais si, qui s'était battue contre, vous savez, c'était le Mediator, on disait, ou quoi. Elle était venue à Nantes, on l'avait rencontrée pour son combat, justement, pour... Ah ouais. Oui. Je saurais pas dire. Mais voilà, c'est 3, 4, 5. Oui, c'est vraiment des... Il y a plus la voix. Alors moi, je suis très en colère, et je le dis souvent, après mes petits coreligionnaires, parce que jusqu'au 19e, 20e, on disait, ah bah oui, les protestants, mais bien sûr, ils savent lire, écrire, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils ont... Tout le monde sait lire et écrire, tout le monde peut analyser. Bah. Oui, parce que dans les familles protestantes, on lisait la Bible en famille. Voilà. Et Pierre Chenu, souvenez-vous, il ne faut pas que j'oublie de le dire, Pierre Chenu avait dit que dans ces familles protestantes, comment il disait, qu'on apprenait à lire pour lire la Bible. Oui, c'est ça. C'était ça. C'est ça. C'était ça. Et donc... Pour lire la Bible, on apprenait à lire, en fait, mais on n'apprenait pas à lire pour apprendre à lire. C'est ça. L'important, c'était lire la Bible. Lire la Bible. Ouais. Et c'était une motivation Exactement. suffisante. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, pour revenir à nos femmes protestantes. Oui, à ma colère, c'est que, tout le monde sait lire et écrire, machin, tout ça. Mais il reste une chose essentielle à la réforme. Et tout le monde s'en fiche, alors que c'est essentiel et que c'est la base de la réforme. Comme disait mon ami Luther, semper reformanda. Oui. Toujours à réformer. Oui. Ça veut dire toujours à analyser. Pas se contenter d'un consensus tranquille, pratique, et qu'on oublie en tournant le dos. Non. Semper reformanda. Il faut continuer à analyser. Il faut continuer à critiquer dans le sens de l'étude. Mm-hmm. Le mot critique, c'est pas critique, je reproche. Le mot critique, c'est l'étude. Mm-hmm. Là, c'est quand même l'historienne qui parle. Parce que vous, c'est votre travail, ça, de mais c'est ça. Et de... Mais c'est ça. Et les mots, oui, et les mots ont leur importance. Leur importance. Bien sûr. Luther a fait la réforme. Bon, d'accord, 1517, parfait. Mais ça s'est de loin pas arrêté là, parce que ça a bouleversé le monde. Ah, mais c'est clair. Oui. Ça a bouleversé le monde. La réforme est un des bouleversements du XVIe qui font les bouleversements que rien n'a été après comme avant. Par la réforme. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a eu la réforme, ça va pas vous plaire ce que je dis, mais il y a eu en même temps l'apparition de l'imprimerie. Ah, je croyais que vous alliez me dire la contre-réforme. Et la contre-réforme catholique parce que après, bien sûr. Très important. Après. Mais au c'est même très moment important. Ouais, bien sûr. Un ami catholique me disait un bouger, jour, merci pour Luther et la réforme, parce qu'on a pu faire notre contre-réforme. Oui. Et il avait raison. Oui. Il avait raison, bien sûr. Oui. Il faut des coups de boutoir. Ça a été vraiment une période de bascule. Et bien sûr. Dans tous les domaines. Mais bien sûr, et le Concile de Trente qui a duré 60 ans par périodes différentes, justement, c'était pour recaler le catholicisme qui flottait, qui etc. De fait, avait des choses à être remises en place. Exactement. Après. Exactement. Oui. Non, c'est étudier la réforme et la contre-réforme, c'est absolument passionnant, parce que on a le pouvoir, le contre-pouvoir. Voilà. Donc, Donc, merci Nicole pour ce voyage en terre protestante à partir de la croix huguenote et donc de ces femmes protestantes. Oui, on est allé loin. De ces femmes protestantes qui ont tenu bon. Oui. Et aussi, de tout ce que ça a entraîné aussi après comme changement sociétal, familial. Changement sociétaux. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. La